Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir. Bienvenue. Les grandes articulations. Forum du dialogue citoyen. Les travaux sont terminés. Plusieurs recommandations formulées. Elles reposent sur l'unité et le développement socio-économique de la Guinée. La rencontre est initiée par Crisis Group Sans Frontières et l'ONG Arbre à Palabre. Préoccupation du gouvernement envers les sinistrés de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. La situation est prise au sérieux. Cela s'explique par la distribution des kits alimentaires. La campagne se poursuit, comme le veut le chef de l'État. Et puis, cette pratique non négligeable, l'occupation des flancs de montagne, des espaces désormais pour ériger des constructions du Brika et Koya retient les attentions. C'est le cas des flancs de la chaîne de montagne de Kakulima. C'est tout pour les titres. C'est parti pour la relecture de la politique étrangère de la République de Guinée. Il est question de définir la position de la Guinée dans le monde. 3 jours seulement sont prévus pour cette activité. Des recommandations sont faites, notamment l'intégration de tous les aspects de la diplomatie. Makemedonzo, Moussa Bangoura. Dans cette salle sont réunies d'éminentes personnalités appelées à mettre en place le document de politique étrangère du pays. Pour la première fois depuis son indépendance, la République de Guinée va disposer d'un manuel qui réunit en son sein tous les aspects d'une diplomatie moderne. En lançant les travaux de ces journées de réflexion, le chef de la diplomatie guinéenne espère une politique qui promet mais qui repose sur l'expérience. Les gens s'étonnent que nous envoyons dans nos ambassades des jeunes ou de très jeunes. La Guinée a été libérée par les jeunes. Premier président. 1922-1958. Très jeunes, 36 ans. Des jeunes qui ont libéré le pays. Pourquoi pas des jeunes pour poursuivre l'œuvre de ces pionniers? Et il est important de dire que les nations échouent lorsqu'elles créent une division totale, une ligne de démarcation totale entre les jeunes et les anciens. Le document définira avec précision des thèmes classiques comme le principe de non-inférence dans les affaires intérieures des autres pays, le renforcement des relations de bon voisinage, de l'intégration africaine ou encore du panafricanisme. Il va aussi intégrer des dimensions nouvelles comme la diplomatie économique et bien d'autres. Le document sera plus riche qu'il ne l'est. Le ministre a pris la très bonne initiative de nous inviter, nous, les anciens ministres des Affaires étrangères, les anciens secrétaires généraux, les anciens ambassadeurs. Chacun de ces hommes a eu à apporter une pierre à l'édifice des affaires étrangères. En nous réunissant tous ici, aujourd'hui, avec de plus jeunes diplomates, nous allons pouvoir échanger, nous allons pouvoir nous compléter et nourrir le document qui va être produit de toute notre expérience. La principale attente vis-à-vis du document sera de promouvoir une véritable refondation de la politique diplomatique guinéenne, un point sur lequel insiste le ministre des Affaires étrangères au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Une ligne reste centrale. La Guinée n'a de leçons à recevoir de personne, ni d'un individu, ni d'un pays, ni d'une association, ni d'une organisation. La Guinée est un pays indépendant, souverain, libre et responsable, sous le leadership du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Avec ce document, la Guinée va avoir la même ouverture à tous les pays du monde. Aucune préférence, sinon ses propres intérêts pour le développement du pays. Lancement officiel du consortium Jeunesse Guinée. La plateforme est inspirée du Sahel, une initiative stratégique pour surmonter les défis auxquels les jeunes font face. La démarche est entretenue par la structure LGPAD, Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique. Fodé Camara, Marwan Camara. Le consortium Jeunesse Guinée est officiellement lancé par le LGPAD. Le leadership jeune pour la paix et le développement en Afrique. Une organisation de la société civile guinéenne qui a décidé de réunir l'ensemble des ONG nationales et internationales au sein d'un organisme
appelé le consortium Jeunesse Guinée. La mise en place de cette structure représentative de la jeunesse apporte de nouvelles opportunités d'emploi pour de nombreux jeunes. Nous sommes déjà en collaboration avec les autres consortiums de jeunes dans les pays du Sahel. Donc il y a des opportunités, que ce soit des opportunités de renforcement de capacités, que ce soit des opportunités de renforcement institutionnel au niveau des organisations membres du consortium. Nous avons assisté au lancement du consortium Jeunesse Guinée, qui est une structure représentative d'un consortium sous-régional, mais qui se fixe pour objectif de contribuer au développement socio-économique et durable de notre pays. Et cette structure qui regroupe en son sein des grandes organisations fêtières des jeunes, donc, est lancée ce matin avec présence de l'essentiel des structures qui gèrent les questions de jeunesse. Réalisée en août 2024, l'étude de la perfection des jeunes sur la situation politique, sociale et économique de la Guinée a été officiellement présentée. Les partenaires et les représentants de la société civile sont déterminés à former une jeunesse forte et responsable. Il faudrait que les jeunes d'abord chassent qu'est-ce qui ne va pas à leur niveau en termes d'employabilité et comme ça, ils vont prendre leur situation en charge et les exposer auprès des décideurs pour que ceux-ci puissent les appuyer afin de pouvoir s'auto-employer. Pour aider la jeunesse à jouer sa partition dans le développement du pays, le LEGEPAD appelle les membres du consortium Jeunesse Guinée et autres structures des jeunes à mutualiser les efforts afin de mieux répondre aux attentes de la couche juvénile. Fini ce jeudi, le forum du dialogue citoyen. Les travaux ont débouché sur une série de recommandations. Je vous l'annonçais un peu plus haut. Des recommandations ayant pour dénominateur commun l'unité et le développement socio-économique de la Guinée. La rencontre est initiée par Crisis Group Sans Frontières et l'ONG Arbre à Palabre. Mamadou Saliouba. Les mains en l'air, ils célèbrent à l'unisson les résultats de 3 jours de travaux au compte du Forum sur le dialogue citoyen. La rencontre a réuni acteurs politiques, sociaux, organisations féminines et de jeunesse. Les débats ont abouti à des recommandations axées sur la compréhension mutuelle et l'unité nationale. L'espoir est né. Le Guinéen nouveau s'est retrouvé, s'est réveillé. Et nous allons continuer en tant que citoyens à se parler franchement, à se dire la vérité pour pouvoir se réconcilier avec nous-mêmes, se réconcilier avec toute l'histoire de la Guinée jusqu'aujourd'hui et aller en avant ensemble pour la stabilité, l'unité nationale, la sécurité et le développement de la Guinée. Cet événement m'a démontré que c'est possible en Guinée, que nous, Guinéens, sans les esprits, sans les considérations politiques et politiciennes, qu'on peut se donner la main, qu'on peut s'asseoir et regarder, discuter. Ce forum du dialogue citoyen a été un espace d'échange sur des grandes problématiques sociales, économiques et politiques. Le rapport des travaux sera remis à toutes les entités politiques et sociales de la Guinée, mais aussi aux partenaires. Le contenu de ce dialogue citoyen est un contenu de haut niveau qui a été animé par des experts venus de tous les horizons pour parler de la Guinée. Donc on a parlé de la paix, on a parlé du contenu local, on a parlé de la jeunesse, on a parlé des femmes. Donc il n'y a pas eu de sujet tabou, tout a été abordé. Tant qu'il n'y a pas contact, il n'y a pas communication, là chacun se replie, c'est très difficile. Mais ça c'est un premier pas pour vraiment aller vers le renouement du dialogue. Dialogue citoyen, dialogue politique, parce que même s'il y a toutes sortes de conflits ou quoi, mais ça finit toujours par dialoguer. Porté par Crisis Group Sans Frontières et l'ONG Arbre à Palabre, ce forum a regroupé plus de 200 participants. Des participants tous animés d'une seule volonté, celle de contribuer à renouer le fil du dialogue entre les Guinéens à tous les niveaux.
Par ailleurs, marché du travail, la Guinée veut se doter de données fiables. Le projet est piloté par l'Observatoire national du travail. Les acteurs impliqués se retrouvent pour la première fois, très bientôt. Un système d'information statistique sur le marché du travail sera mis en place. Mamadi Nakamisoko pour la confirmation. Il s'agit d'une première rencontre qui se veut porteuse d'espoir. L'ensemble des acteurs intervenant dans la production et l'utilisation de statistiques sont réunis à l'initiative du ministère du Travail et de la Fonction publique à travers l'Observatoire national du travail. Il est question de la mise en place d'un système national d'information statistique sur le marché du travail en Guinée. Le marché du travail est le reflet du dynamisme économique d'un pays. Il conditionne non seulement la croissance, mais aussi la stabilité sociale et le bien-être des populations. Or, pour répondre efficacement aux défis de l'emploi et du chômage, il est indispensable de produire des données, de disposer de données fiables, complètes et actualisées. La mise en place d'un système d'information du marché du travail solide et fiable qui met en place un ensemble d'acteurs qui interviennent ensemble en synergie est crucial pour la formulation et la mise en œuvre efficace de politiques et de programmes de développement, en particulier dans les chantiers prioritaires de Simandou 2040. Ces acteurs, dans une synergie d'action, entendent fédérer les efforts. Avoir un système d'information sur le marché du travail sera un indicateur clair sur les emplois créés, les opportunités existantes, les compétences et les conditions de travail. Il y a plusieurs acteurs qui produisent des données statistiques, mais ces données ne sont pas agrégées, ces données ne sont pas fédérées. Et ces acteurs-là ne sont pas aussi réunis autour d'une synergie. Donc, un des objectifs, c'est réunir tous les acteurs, les fédérer autour d'une synergie pour que tous ceux qui produisent ou sont censés produire des données statistiques sur le marché du travail puissent se retrouver au sein d'un système national pour que les indicateurs que nous allons produire soient des indicateurs sûrs et fiables. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale a une direction qui est dédiée à la collecte, à l'analyse et à la diffusion des données. C'est l'Institut national de la statistique. C'est à ce titre que nous sommes conviés pour exprimer notre disponibilité. Avec le méga-projet Simandou et le programme Simandou 2040, la Guinée veut s'appuyer sur des données fiables et actualisées pour mieux se planifier. La conjugaison des efforts entre le ministère du Plan et celui du Travail et de la Fonction publique sera un atout précieux à l'atteinte de cet objectif majeur. Pendant ce temps, le Conseil guinéen des chargeurs est à l'offensive. Les ports miniers sont ciblés. Deuxième étape, la zone spéciale de Boké. Principal message filtré de la mission, l'existence du bordereau électronique de suivi des cargaisons. La sensibilisation est privilégiée. Abraham Christophe Kanté, Mohamed Aïcha Silla. C'est dans le bureau des douanes de Dapilon que les échanges ont commencé entre la délégation du Conseil guinéen des chargeurs et les douaniers de la zone spéciale de Boké. Ensuite, une visite de terrain des cadres du CGC et du bureau des évaluateurs de quantité et de qualité des minéraux sur les différents sites des ports minéraliers. Il est question de sensibiliser et d'informer les opérateurs miniers sur le bordereau électronique de suivi des cargaisons sur toutes les marchandises à l'import et à l'export. L'impact sera très positif parce que ça va accroître les ressources de l'État, ça va permettre à l'État d'accroître ses ressources et faire d'autres investissements. Et en même temps, à travers la tenue des statistiques, l'État tiendra compte de la quantité de la bauxite qui est sortie et ça lui permettra d'avoir une statistique nette sur toutes les ressources minières qui sortent dans le pays. C'est une bonne mission et c'est très important, ça vient pour nous aider sur le terrain encore. Et c'est la traçabilité du minerai, que ce soit de l'import ou de l'export. Je pense que c'est une bonne idée. Conformément à la notification publiée le 21 septembre 2020 par le ministère des Transports, le BESC est obligatoire pour tous les chargements import et export en transit. Un principe qui devrait être matérialisé dans les ports minéraliers de Guinée par le Conseil guinéen des chargeurs. C'est une initiative que je dirais normale d'abord. Et ça permettra beaucoup de choses. Nous n'allons pas faire l'historique de tout ce que nous avions vu dans le passé, mais c'est l'amélioration des conditions de travail et surtout le retour de l'investissement au profit des Guinéens. Dans les prochains jours, la mission va s'étendre à d'autres ports minéraliers, des ports
qui ne respecteraient pas les règlements en matière de transport et d'exportation des minéraux. Dans l'actualité toujours, une délégation du comité d'organisation des 72 heures du livre est reçue au Palais de la Colombe par le ministre, directeur des cabinets à la primature. C'est autour de la 17e édition prévue du 23 au 25 avril prochain. Thème retenu, puissance des femmes, le Rwanda est le pays invité d'honneur, Gekedou, la ville, invité d'honneur. Adi Kamara, compte rendu. Bientôt, Conakry va vibrer au rythme des 72 heures du livre. C'est du 23 au 25 avril 2025. Dans cette optique, la commission d'organisation rencontre le ministre directeur du cabinet de la primature, Mohamed Lamine Sissavani. L'événement met l'accent sur la promotion de la lecture et de l'écriture. La particularité cette année, c'est qu'on a mis en avant la puissance féminine. C'est que nous voulons valoriser les écritures féminines. Nous voulons susciter un engouement du côté de la jeune féminine pour accepter de raconter leur histoire, de partager leur expérience, parce que nous savons que les femmes ont énormément contribué en tout cas à la construction de notre édifice qui est la Guinée, et d'ailleurs dans beaucoup de nations ça a été le cas. Nous voulons partager les écritures de celles qui ont accepté de le faire et inviter plus de femmes à écrire et à porter leur voix. Le commissaire général des 72 heures du livre, Sansi Kabadjakiti, a remis au ministre directeur du cabinet de la primature le dossier de candidature de la Guinée pour l'adhésion au réseau des villes créatives de l'UNESCO afin d'installer notre pays au panthéon de l'histoire de la culture mondiale. Vu que le rêve de Conakry, c'est devenir capitale africaine du livre, nous avons déposé le dossier de candidature de Conakry, ville créative de l'UNESCO, mais dans la catégorie littérature. C'est un dossier à monter, c'est comme les Jeux olympiques, très difficile et très méticuleux, mais Dieu merci, nous avons pu monter le dossier. Le dossier sera officiellement remis à l'UNESCO le 3 mars prochain. Donc nous étions venus aujourd'hui voir le Premier ministre et son cabinet. Le ministre directeur du cabinet de la primature, Mohamed Lamine Sissavani, a tout d'abord salué l'initiative au nom du Premier ministre chef de gouvernement avant de rappeler le rôle prépondérant que joue la lecture et l'écriture dans une société. Il a insisté sur l'engagement du gouvernement à soutenir toutes les activités allant dans le sens de la promotion de la lecture et de l'écriture en Guinée. Dans le même élan, point de presse au gouvernorat de Conakry, c'est pour annoncer le préparatif des 72 heures du livre et de la présentation de Conakry au réseau des villes de l'UNESCO dans le domaine de la littérature. Moussa Bangoura. Bientôt, le lancement officiel des 72 heures du livre en Guinée. Ici, au gouvernorat de Conakry, un point de presse a été organisé pour expliquer les enjeux de cette activité culturelle qui se tiendra les 23, 24 et 25 avril prochains. Sous l'égide de la première dame de la République, le thème des 72 heures du livre sera consacré cette année à la puissance féminine. Je lance un appel à toutes les femmes du monde littéraire de Guinée. Impliquons-nous pleinement dans cette initiative qui nous met à l'honneur et qui reflète notre contribution essentielle au développement culturel et social de notre pays. Cette édition est la nôtre. Dans le secteur de la littérature, notre pays est le mieux positionné grâce à des événements comme celui des 72 heures du livre. C'est aussi un véritable soutien aux politiques culturelles. Ce label va constituer un levier pour l'élaboration des politiques publiques favorisant donc la culture comme moteur de développement durable. Autre facette de la rencontre, la remise à la gouverneure du dossier de candidature de la ville de Conakry au réseau des villes créatives de l'UNESCO pour la promotion de la littérature. Cette candidature s'appuie sur une vision ambitieuse et des engagements concrets. Faire de la littérature un levier de transformation sociale, en garantissant un accès plus large aux livres
et à l'éducation, soutenir les écrivains et les acteurs du secteur littéraire en renforçant leur rayonnement national et international. Lorsque la Guinée obtiendra ce label, c'est un grand plus pour la Guinée. Ça nous propulse vraiment au niveau international. Nous dépasserons vraiment ce que nous avons fait avec Conakry, capitale mondiale du livre. Après l'annonce officielle de la candidature de la Guinée, le verdict final sera connu avant le 23 avril prochain, date du démarrage de la 17e édition des 72 heures du livre. À présent, ce communiqué numéro 003-2025 PCNT portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition CNT convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce vendredi 28 février 2025 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération autour des conventions, accords et contrats ci-après. 1. Accord relatif au projet de réalisation des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Beila, Kobia et Fria. Convention de concession avec la société Kama SA et Andritz Hydro relative au développement de la microcentrale hydroélectrique de Keno et contrat d'achat d'énergie de la société Kama SA et Andritz Hydro relative au développement de la microcentrale hydroélectrique de Keno. 3. Contrat de crédit acheteur numéro 4 entre la République de Guinée et la société BPI France SA relatif aux 14 ouvrages de franchissement et 14 pistes rurales. 4. Accord cadre entre EDG et Topaz Multi-Industrie SA pour l'amélioration de la desserte en électricité. 5. Accord de financement IDA relatif au projet de transformation du système de santé. 6. Accord régional GE06 conclu et signé le 16 juin 2006 par la République de Guinée. Sont invités à prendre part à cette plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les président des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, le ministre des infrastructures et des travaux publics, le ministre de la santé et de l'hygiène publique, le ministre des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, les chefs des missions diplomatiques consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le président des délégations spéciales des communes de Conakry, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les représentants du Conseil national des jeunes de Guinée, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 27 février 2025, pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouman. Dans l'actualité, un toit pour chaque ressortissant guinéen aux États-Unis ou en Guinée. C'est l'ambition d'un groupe de Guinéens qui excellent dans l'immobilier. Depuis 15 ans, plus de 20 000 compatriotes ont acquis leur maison. Mohamed De Camara, Daouda Bangoura, pour plus de détails. Comment acquérir une maison aux États-Unis d'Amérique ou encore en Guinée? La question préoccupe la diaspora guinéenne au pays de l'oncle Sam.
Pour faciliter la démarche, une structure composée de Guinéens vient en aide à la communauté guinéenne et d'autres nationalités africaines. Depuis la mise en place de l'initiative, il y a de cela 15 ans, par les compatriotes guinéens, plus de 2000 ont acquis leur maison. Depuis que nous sommes lancés dans ces boulots, c'est aider la communauté. Aujourd'hui, on a pu réunir beaucoup de professionnels, à savoir les banques, les réparateurs de crédit, les professionnels qui font aussi les taxes. Nous avons réuni tout le monde pour donner des informations. Il y a certains aujourd'hui qui ont pu bénéficier de financements pour pouvoir acheter leur maison. L'avantage que les gens ont ici aux États-Unis, c'est que les banques accompagnent beaucoup la population avec des taux d'intérêt très bas. Le souhait de tout le monde, c'est de pouvoir rentrer au pays un jour. Donc, à ce fait, on a une compagnie qui est basée à Conakry, qui s'appelle Groupe Deluxe, qui travaille sous Homes NYC Group. On a décidé de créer, d'accompagner le gouvernement, aider la diaspora. La structure vient en aide aux compatriotes guinéens pour structurer leurs biens économiques dans l'intention d'acheter des biens immobiliers au pays ou à l'étranger. Nous sommes là pour vous aider parce qu'il y a beaucoup dans notre communauté qui ne sait pas exactement comment acheter une maison. Donc raison pour laquelle on a fait cet événement pour expliquer aux gens comment avoir leur propre maison dans ce pays-là. La volonté des initiateurs de ce projet est de traduire le rêve de la communauté guinéenne en réalité dans le pays de l'oncle Sam. Retour au Bercail, éducation, enfance à Siguiri, scolarisation des enfants, les cadres préfectoraux se déploient sur le terrain. Pour la mise en œuvre des différentes réformes, les apprenants sont sensibilisés malgré le poids de l'exploitation artisanale de l'or. Les établissements également sont construits. La situation est en nette amélioration au regard des derniers résultats des examens nationaux. Nabilaï Kamara, Fodebari. La scolarisation des enfants dans la préfecture de Siguiri est l'une des préoccupations majeures des autorités du CNRD, des membres de la délégation spéciale de Siguiri et les membres du mouvement Siguiri Benkama. Dans cette perspective, plusieurs établissements d'enseignement général sont en cours de construction dans cette zone marquée par l'exploitation artisanale de l'or, une activité qui entraîne la déscolarisation de nombreux enfants et plusieurs autres fléaux. Siguiri, c'est une grande minière. On a près de 148 sociétés minières, industrielles ou semi-industrielles installées ici. C'est dire combien l'exploitation minière à Siguiri revêt une importance capitale. Tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, nous sommes en train de nous battre pour que vraiment ils puissent venir, pour que tout le monde vienne à l'école. Au regard des résultats obtenus ces dernières années lors des examens nationaux, les responsables de la direction préfectorale de l'éducation de Siguiri réaffirment leur engagement à répondre aux attentes des parents d'élèves. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la commune urbaine, que ce soit au niveau des zones rurales, des zones aurifères, pour dire que l'or c'est bon. Mais même pour profiter de ce tort-là, il faut avoir un niveau. Et c'est pourquoi nous sommes allés personnellement rencontrer les différentes communautés à la base pour leur expliquer la nécessité d'amener les enfants à l'école. S'investir dans l'éducation des enfants pour mieux préparer la relève est l'ambition qui oriente la direction préfectorale de l'éducation de Siguiri. Pour apporter du soutien à la formation des jeunes, de nouvelles mesures sont prises par les autorités de l'éducation et le gouvernement. Santé à présent, des consultations gratuites en neuromusculaire. Ça se passe au CHU Niasdine, des maladies dont le traitement nécessite de l'expertise. Un groupe de spécialistes français apporte de l'aide. Plusieurs patients ont déjà bénéficié de cette assistance. Reportage Kerno Maroufba, Ousmane Ouatsissé. Dans les couloirs du service de neurologie du CHU Niasdine, enfants et adultes en attente d'une consultation gratuite en neuromusculaire. À leur service, à l'occasion de cette journée médicale gratuite, des spécialistes français en neurologie. Leur objectif, aider ces patients, surtout des enfants à attention à leurs maux qui entraînent une paralysie progressive. Un petit garçon voilà, qui avait des difficultés pour marcher et chez qui on suspecte une de ces maladies du muscle. Donc les médecins sont compétents, il n'y a pas de problème. Après, il y a tout le problème des investigations. Alors,
Ce qui a pu être fait sur place a été fait dans les bonnes conditions. Et maintenant, il faut compléter ça avec des études génétiques. Nous avons une équipe à la pointe avec des compétences avérées depuis une trentaine d'années. Nous allons aujourd'hui faire des choses assez intéressantes comme l'extraction de l'ADN, voilà, le diagnostic plus précis pour une prise en charge plus personnalisée, c'est-à-dire bien prendre en charge la personne selon la cause de son problème musculaire. Les spécialistes français, chacun dans son domaine, va faire des diagnostics de précision sur ces maladies rares qui nécessitent une prise en charge médicale précoce. Au-delà de consultations, cette journée est aussi une occasion de transfert de compétences entre médecins français et guinéens. C'est une maladie qui est traitable en Guinée, mais par rapport au bilan d'investigation qui sont vraiment lourds, donc on a sollicité l'apport de nos confrères, de nos collègues d'autres pays. Mais c'est vraiment traitable. Selon les données hospitalières, les maladies neuromusculaires touchent une centaine de personnes chaque année en Guinée. Beaucoup d'entre elles ne sont ni diagnostiquées avec précision, ni suivies. Après l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, la question des sinistrés préoccupe le gouvernement guinéen. La distribution des kits alimentaires se poursuit dans ce sens. Le Fonds de développement social et de l'indigence concrétise l'engagement du chef de l'État, celui de soulager les victimes. Son assaillon. Les efforts du gouvernement à travers le service humanitaire de l'État pour l'accompagnement des sinistrés de Kaloum se poursuivent à l'école primaire Bari Diawadou de Dixine. Cette remise de kits alimentaires aux sinistrés de Kaloum vient à point nommé avec le mois de Ramadan qui s'annonce. Nous sommes toujours dans la logique de distribution de ces kits pour les sinistrés, mais au-delà des sinistrés, il y a les ménages très extrêmement pauvres et vulnérables qui sont en train de bénéficier de ça aussi à l'intérieur. Il faut rappeler que tout ça a été possible grâce à la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers, notamment la FMI, et aussi remercier Madame la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, qui a mis tous les efforts pour que ces activités commencent, et aussi sans oublier le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget. Tous ceux-ci ont fait un effort qui nous a permis d'aboutir à ces résultats. On fait en telle sorte que chaque Guinéen qui se sent à l'aise et qui sent qu'il n'est pas oublié par le gouvernement. Cette initiative humanitaire illustre la volonté du président Mamadi Doumbouya de ne laisser aucun Guinéen de côté et de lutter contre toute forme d'inégalité en Guinée. Nous sommes vraiment contents de ces multiples interventions en nous prenant à tout moment en charge. Que ce soit la prise en charge alimentaire, du moment que tous les espoirs étaient perdus, nous les revoyons tous les jours. Aujourd'hui, nos sentiments, c'est de vivre remerciements à l'endroit des autorités guinéennes. Sous le leadership du chef de l'État et du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le Fonds de développement social et de l'indigence reste déterminé à poursuivre les actions du président pour soulager les populations et œuvrer pour un avenir meilleur en Guinée. Des kits alimentaires pour lutter contre la faim. Justement, le gouvernement guinéen et le programme alimentaire mondial intensifient leur partenariat. Résultat immédiat, le don de riz d'une valeur de 2 400 000 $ en faveur des personnes vulnérables. Un geste du gouvernement japonais au PAM. La remise est officielle. Lancé Kamisoko. Au siège du programme alimentaire mondial à Conakry, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit dans la coopération bilatérale entre la Guinée et le Japon. À travers cette signature, le gouvernement nippon s'engage à financer les activités du PAM en Guinée à hauteur de 2 460 000 $. Cette assistance symbolise la solidarité entre ces deux nations dans la lutte contre la faim. D'un montant de 2 460 000 $, il permettra d'acheter près de 2600 tonnes du riz japonais
peut apporter une assistance à plus de 89 000 personnes vulnérables en Guinée. En recevant ce don, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, singulièrement au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour cet appui précieux qui traduit une fois de plus de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations. Destiné à alimenter les cantines scolaires, les personnes vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose, ce partenariat est le reflet de la bonne santé, de la coopération entre la Guinée et ses partenaires pour un changement durable. Cette initiative nourrira les personnes luttant contre le VIH, la tuberculose, tout en fournissant des repas de chaude à 63 000 écolières. Ces repas font plus que remplir les estomacs. Ils alimentent l'apprentissage, éveillent les élèves et posent la fondation de l'avenir de la Guinée. Malgré des avancées significatives enregistrées dans la lutte contre la faim en Guinée, des efforts restent à faire. Plus de 4 millions de Guinéens sont encore menacés par l'insécurité alimentaire selon une enquête menée en 2024. Pêche à présent, dans les différentes bases de surveillance, on note l'immobilisation des vedettes. C'est le constat à Koba, première étape, où la seule vedette a cessé de sillonner dans les eaux depuis belle lurette. Des mesures sont annoncées pour renforcer les capacités opérationnelles de ces bases de surveillance. Falilou Diallo, Abdul Karifa Keita. La surveillance et la gestion des ressources halieutiques, tout comme la préservation des côtes maritimes, voilà entre autres missions assignées au Centre national de surveillance et de police des pêches à Koba. Comme partout dans les bases de surveillance, les défis sont énormes et les enjeux multiples. La seule vedette qui assurait la surveillance ne sert même plus de décor au débarcadère de Koba. On n'a pas de vedette. Regardez la vedette là. Pour faire la mission, il faut avoir une vedette digne, ce qui peut nous envoyer loin. Pour le moment, on n'a pas de vedette. Nous sollicitons auprès des autorités pour qu'ils puissent nous aider à avoir une vedette de performance qui pouvait nous aider à surveiller la mer. Pour les responsables du Centre national de surveillance et de police des pêches, des mesures sont annoncées pour améliorer le cadre de travail des gendarmes de la mer et des eaux territoriales. Les 5 bases de surveillance de l'arrière-pays seront bientôt dotées d'équipements et d'infrastructures de qualité. Le constat, il est très amer. Vous savez, la surveillance, c'est d'abord les vedettes. Aujourd'hui, force est de connaître que nous n'avons pas de vedettes. Et c'est très compliqué. Sans vedettes, il est très difficile de faire la surveillance. C'est donc le lieu de remercier et de féliciter le gouvernement, le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est en train de prendre toutes les dispositions pour que les 6 bases de surveillance soient dotées des vedettes modernes. Autre fait marquant de cette visite, c'est également l'état de vétusté des bâtiments qui abritent les locaux de cette base de surveillance. Ici, les cadres travaillent dans des conditions très précaires, toute chose qui pourrait affecter la qualité des résultats exigés. Au même moment, lutte contre les maladies liées à la faune sauvage. 3 départements ministériels mutualisent leurs efforts. Il s'agit de l'environnement, de la santé et de l'agriculture. La surveillance sera conjointement menée contre ces maladies. Un manuel devra être disponible. Place à son élaboration. C'est un appui de la FAO. Mamadou Patebalde, correspondance. Le ministère de l'Environnement renforce son dispositif de riposte contre les maladies animales de la faune sauvage. Grâce à l'IFAO en partenariat avec les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Élevage, un manuel de surveillance contre ces maladies vient d'être élaboré. Il permet aux conservateurs des aires protégées de contrôler et de dépister ces maladies zoonotiques. Ce document, déjà en premier lieu, va nous permettre d'harmoniser nos interventions dans le cadre de la surveillance des maladies zoonotiques. Il va aussi favoriser la détection précoce des maladies et nous permettre ensemble d'apporter des mesures coercitives.
Financé par la Banque mondiale, la dissémination de ce document mobilise les acteurs impliqués dans l'approche One Health. Objectif, présenter le contenu de ce manuel, son impact sur la faune sauvage et les dispositions urgentes à prendre en cas d'apparition de maladies. Aucun document n'était disponible pour les permettre vraiment de bien faire la surveillance au sein de la faune sauvage. Donc il a fallu un soutien de la FAO pour élaborer ces documents qui va les permettre maintenant de bien gérer et contrôler les maladies au sein de la faune sauvage. En adoptant des méthodes rigoureuses et en mettant en place des stratégies intégrées, nous pouvons non seulement améliorer notre compréhension des interactions complexes entre les différentes espèces, mais aussi renforcer notre capacité à faire face aux crises sanitaires futures qui pourraient survenir. Après Mamou, l'Office s'engage à vulgariser ce manuel dans les régions de Kankan et de Boké auprès des acteurs de la plateforme One Health en vue de sa mise en œuvre dans le réseau guinéen des aires protégées. Et puis, des fourrages et plusieurs toilettes publiques pour les écoles et le grand marché de Kankan, une cause d'utilité publique assurée par un membre de la famille présidentielle, une manière d'impacter positivement les communautés. Djamokaba. Dibida, le plus grand centre de négoce de Kankan, au cœur de ce marché, de l'ambiance pour accueillir un projet social, les fruits de l'acte patriotique, de nouvelles toilettes publiques, un espace de prière et d'un fourrage électrique. Même joie à Banankoroda, le quartier historique de Nabaya. De l'eau potable également pour soulager les riverains du cimetière Mbembakoro. De nouveaux jalons posés par l'ancien Kedjan Doumbouya, l'un des frères du chef de l'État. Excellence et l'âge l'ancien Doumbouya dit Kedjan. Les femmes que vous voyez ce matin, message de vous dire infiniment merci. Et elles n'ont jamais cessé de bénir pour vous. Et surtout, notre président de la République, chef de l'État, le général d'armée, Mamadi Doumbouya. C'est la première fois que le marché d'Ibida bénéficie d'un forage. Et ça, grâce à la famille de notre grand président. Aujourd'hui, la souffrance des femmes est allégée. Nous disons merci à Elas Kedjan Doumbouya. À l'école primaire de Kabada, l'accès à l'eau potable devient aussi une réalité, un atout précieux pour accompagner le système éducatif. Au nom de mes camarades, nous sommes très contents de l'obtention d'un forage au sein de notre établissement. Comme nous le savons tous, sans l'eau, sans la vie. Elas Kedjan Doumbouya, au nom de son jeune frère, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, ils sont en train de faire ça pour le bonheur de la population. Et en termes de rôle et responsabilité, il revient à la commune de donner de l'eau, et bien de la route, et bien des routes et des infrastructures sanitaires à toute la population. Donc s'il y a une partie de la population, des citoyens, qui trouvent l'amabilité et bien d'investir dans ce sens-là, c'est une partie du devoir de la commune qu'ils sont en train de faire. À travers ces infrastructures, le donateur Kedjan Doumbouya participe à l'épanouissement des communautés, des réponses concrètes pour satisfaire les besoins exprimés dans le registre de l'hydraulique et de l'hygiène. C'est officiel. La Fédération nationale des BTP, les travaux sont lancés. Cette entité regroupe 500 organisations. La fédération s'engage dans la dynamique de promotion du contenu local. Abdul Karim Kamara. Plus que jamais, un besoin de rassurance se fait sentir dans le secteur du BTP. Élan par lequel la Fédération nationale des BTP de Guinée compte créer un effet de renouveau. Sur les traces des pionniers dans les activités de conception et de construction des bâtiments en Guinée, les acteurs de cette fédération entendent relever les défis du moment auxquels le secteur est confronté. C'est juste une continuité qu'on est en train de faire, la relève de nos anciens. On est membre d'office du CESEGI, de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée. On veut être au cœur du développement guinéen avec la vision Simandou 2040.
Résolue à jouer pleinement sa partition dans le développement socio-économique du pays, la Fédération nationale des BTP de Guinée est déjà sous le charme de l'engagement du CNRD dans la modernisation des infrastructures. Actuellement, nous voyons les grands chantiers qui sont en train de se dérouler en Guinée. Sous la vision du général Mamadi Doumbouya, nous sommes dans sa vision déjà. Ensemble, nous pouvons bâtir ce pays et aller plus loin. À la direction nationale des PME et du contenu local, cet élan de renouveau se situe dans un contexte où l'entrepreneuriat bénéficie du soutien des plus indéfectibles. Qui parle de contenu local aujourd'hui, pas de l'employabilité des nationaux. Aujourd'hui, si nous voyons des petites et moyennes entreprises évoluer dans ce secteur, c'est une source d'inspiration pour nous. Au niveau du département, avec Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie des PME, Dr Diaka Sidibé, qui est vraiment dévouée à mettre tout en place pour le rayonnement de ce secteur. Créée en 1992, la Fédération nationale des BTP de Guinée compte aujourd'hui 500 organisations en son sein et plus de 21 000 membres. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, l'occupation des flancs de montagne, des espaces désormais prisés pour faire des constructions. C'est le cas du Breka et Koya. Les flancs de la chaîne de montagne de Kakulima sont visés et déjà habités. La situation présente-t-elle des risques? Est-ce une menace pour l'environnement? C'est le grand format de ce soir. Il est signé Mohamed Lamine Kamara. Ces dernières années, Conakry et ses environs font face à une urbanisation à grande échelle. À cause de leur croissance démographique, les domaines habitables connaissent aujourd'hui une convoitise sans précédent. Koya et Dobrika, deux grandes agglomérations de Conakry, sont très prisées par des citoyens en quête de zones constructibles. Malheureusement, ce sont désormais les flancs de montagne qui sont agressés à l'image de ceux du mont Kakulima anarchiquement occupés par des particuliers. Le premier problème qui se pose aux habitants des villes, c'est le problème de logement. C'est ce problème de logement qui pousse les habitants aujourd'hui à aller occuper les flancs de montagne de Dobrika et Koya. On peut analyser sur deux phénomènes. Il y a d'abord le coût qui est moins cher, c'est-à-dire que les domaines accidentés coûtent moins cher. Ça amène une certaine catégorie de personnes à venir occuper ces flancs de montagne. Ensuite, il y a d'autres, ce n'est pas pour des raisons liées à la pauvreté, mais ils ont les moyens, ils pensent avoir créé toutes les conditions de protection, quels que soient les moyens qu'on a, quel que soit ce que votre rang social, il y a toujours l'impact environnemental qui expose ces populations vis-à-vis de la nature. Ici, dans la nouvelle commune urbaine de Mania, les infrastructures comme des immeubles poussent comme des champions dans cette partie de la chaîne de montagne. L'on constate également que les bureaux de l'administration sous-préfectorale et communale y sont implantés. Ces occupations massives et désordonnées des flancs de montagne ne peuvent être sans conséquences néfastes sur l'environnement. Les montagnes jouent alors un rôle de barrière physique. Les montagnes, en principe, la biodiversité y est très abondante. À partir du moment où on est en train de couper tout dans les zones, les autres forêts, les animaux maintenant se réfugient dans ces derniers habitats. Malheureusement, aujourd'hui, à Conakry, il n'est secret pour personne que ces zones-là sont aujourd'hui les zones convoitées. Et cela n'est pas sans risque. Quand on dégrade le flanc des montagnes, on est prédisposé à l'érosion. L'érosion, qui dit l'érosion, parle alors d'éboulement. À l'image de kilomètre 5, dans la commune urbaine de Dobrika, le constat est inquiétant. Des bâtiments de tous les niveaux sont construits aux alentours de cette montagne appelée le chien qui fume. Pourtant, cette chaîne de montagne est un patrimoine naturel à sécuriser et à préserver à tout prix contre toutes sortes de dégradations de son couvert végétal. Les montagnes sont très très importantes dans la vie de l'homme. C'est des lieux de loisirs. Quand vous êtes fatigué, vous allez dans les montagnes, c'est des zones fraîches. Les montagnes arrivent à capter l'humidité de l'air ambiante. C'est d'où le rôle de réserve en eau. C'est pourquoi, à cause de la chaîne montagneuse du Fouta Djallon, tous les principaux fleuves de l'Afrique de l'Est y prennent leur source. La Guinée compte 1165 cours d'eau, dont 23 bassins hydrographiques, 14 internationaux, la plupart démarrent du bassin de la zone du Fouta Djallon, parce que ça donne la vie à plus de 15 pays de la sous-région.
Dans ces endroits, au dire de certains citoyens, les opérations de vente des parcelles se font souvent avec la complicité des agents préfectoraux en charge du foncier. Notre équipe de reportage voulait en savoir davantage autour de cette accusation, mais à la préfecture de Dubrika, nous n'étions pas les bienvenus. Refus catégorique de communiquer de la part des premières autorités. À Kakbelentakui, juste derrière cette station-service, de nombreuses habitations sont construites en hauteur de cette élévation des terres. Avec l'état argileux de ces terres, visiblement ces habitants courent du jour au lendemain de gros risques d'éboulement et de glissement des terrains. Ce domaine ne doit pas être occupé par les citoyens qui ne veulent pas aller loin de la capitale, loin du centre-ville. Donc ils veulent rester à côté et ils prennent tous les risques pour venir occuper ces bas-fonds. On a assisté à des inondations tout récemment. Ceux qui sont vers Kobaya, je pense que l'année prochaine, on va assister peut-être à l'abandon de ces villas modernes pour que les gens puissent aller habiter ailleurs. Ce n'est pas du tout bien qu'on occupe par exemple les flancs de montagne, qu'on occupe les bas-fonds. Donc les gens n'ont qu'à arrêter de vendre ce domaine. Au contraire, on doit les protéger. Nous devons éviter d'habiter les flancs des montagnes pour notre propre survie. Parce qu'avec la pluviométrie abondante dans notre pays, les cas d'éboulement ne sont pas exclus. Donc c'est un appel que nous lançons en tant que chercheurs de dire de préserver nos montagnes, nos flancs de montagne pour la préservation de notre biodiversité. L'on se rappelle le drame survenu en 2017 en banlieue de Freetown, en République de Sierra Leone, avait fait au moins 312 personnes portées disparues par suite de glissements de terrain. L'occupation des flancs de montagne était à l'origine de cette tragédie. Pour éviter que de tels drames se produisent en Guinée, il est donc temps et grand temps d'envisager des mesures draconiennes contre toute forme d'occupation illégale. À prendre très au sérieux. Opération Coup de balai en banlieue de Conakry, Yimbaya précisément, c'est en soutien des initiatives présidentielles de lutte contre l'insalubrité. Mikini Moussa Kamara. À Yimbaya, une bataille farouche est menée contre l'insalubrité. C'est une conception du mouvement Action des acquis pour la défense de la République. Les enjeux sont clairs, accompagner la politique d'assainissement des autorités guinéennes. On s'est focalisé sur l'assainissement, sur les lieux publics, principalement sur les mosquées. Plusieurs secteurs, mosquées et la plage de Benarès étaient au centre de ces différentes activités d'assainissement. La population de Yimbaya Port et les gestionnaires des plages sont mobilisés pour nous montrer que l'action qu'il est en train de faire pour le pays, c'est une action noble. C'est une synergie d'action des mouvements associatifs du quartier Yimbaya. La promotion de la santé publique et le soutien des acquis de la République sont des objectifs globaux. À Kassa, la communauté insulaire retrousse les manches. Pour le développement local et la cohésion, un tournoi de foot est organisé et le regroupe les différents secteurs des îles de Los. Cette manifestation sportive est l'une des réponses à l'attention portée par le chef de l'État à l'île de Kassa. Souleymane Kamara. La communauté des insulaires réunie autour du Curon. Depuis le 27 janvier dernier, le stade de proximité de Kassa vibre au rythme du tournoi de l'unité et du développement des îles de Los. Une compétition qui a rassemblé 14 équipes issues des secteurs de la commune urbaine. Après plusieurs rencontres intenses, la grande finale a opposé la section de Fotiba à l'équipe de Mangué. Mon cœur est rempli de joie, je ne sais pas quoi dire maintenant. Vraiment, on avait décidé, la victoire là c'est pour nous, c'est pour Fotoba, c'est pour tous les insulaires. Les autres îles, y compris l'île de Fotoba, de Tamara, de Roum, de Roubané, de Kassa, de Mangué, de Soro, nous tous, on se donne la main. De dire à l'autorité de la tradition que nous sommes prêts à les accompagner. Cette compétition sportive vise à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir le développement à travers le sport. C'est aussi une manière pour les îles de Los de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour toute l'attention qu'il a portée à la commune urbaine de Kassa. C'est un sentiment de joie et de satisfaction dans la mesure où vous voyez tous les insulaires se mobilisent autour de... Tenez bien, depuis 2016, elle n'a jamais perdu une finale, mais la tradition vient de s'estomper. L'équipe de Oudou Makoro a été battue par FC Moro Sidibé
Déception totale dans tout le village de Sako, où le football est une passion. Derrière cette émotion, l'objectif semble atteint, renforcer le vivre ensemble et freiner l'exode rural. Moussa Komara est sur place. À 7 km de Kinyera, Oudoumakoro, un village des passionnés de foot. Mais la nuit de ce mercredi aura été une des plus longues pour ses habitants. En finale contre FC Mouro Sidibé, l'équipe du district perd la coupe dans les tirs au but. Une première depuis 2016. Depuis le début du tournoi, on avait fourni l'effort pour rapporter cette trophée, mais Dieu n'a pas voulu. Et aujourd'hui, bien sûr, on avait bien joué, l'équipe a bien joué, mais le centre de tir au but, c'est une centre. Pendant des semaines, 8 équipes sélectionnées de la commune rurale de Kinyeran et environ compétit. Jusqu'en finale, aucun incident n'a été signalé. Chez les vainqueurs, c'est l'extage. Je suis content ce soir, très fort, parce qu'on a gagné. Mon équipe, il est entraîné, il est bien joué quand même. Derrière ce tournoi qui porte le nom de l'un des dignes fils de la localité, Khalil Sako, la sensibilisation des jeunes sur le renforcement du tissu social, les méfaits de la migration irrégulière et l'exode rural. Des exemples sensibles sur la traversée de la Méditerranée sont donnés pour dissuader ceux qui espèrent emprunter encore cette aventure périlleuse. Chers jeunes, je voudrais que vous sachiez que votre première priorité dans votre vie, c'est de réussir dans ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites maintenant. Les études, les métiers, le travail, quoi que vous faites, il faut réussir dans ça. Ne sautez pas les étapes, ne soyez pas pressés, n'adhérez jamais au raccourci de la vie. Personnellement, j'ai vécu en Europe, je sais de quoi il en parle, pour conseiller les jeunes de rester là et d'investir dans diverses activités qui peuvent les retenir ici afin de les faire éviter l'immigration clandestine. Pour maintenir les jeunes et leur permettre de pratiquer leur passion, le parrain du tournoi promet de construire un stade moderne et un foyer d'accueil multiservice où les jeunes pourraient s'épanouir. Sport toujours, et pour terminer cette édition, championnat national de Scrabble francophone, les jeux sont bouclés à Conakry, la compétition a duré 2 jours, une organisation de la Fédération guinéenne de Scrabble francophone. Adam Amara. Ce sont les clubs de Conakry, Kamsar et Zérekoré qui ont participé à cette compétition. Elle consiste à placer les mots à travers les indications. La concentration, la recherche des mots et le calcul sont au centre de cette discipline dédiée à la culture. Nous ne pourrons aller défendre la Guinée que les meilleurs. Et pour avoir les meilleurs, il faut compétir. Il faut montrer déjà sur le plan national que vous êtes un professionnel du Scrabble et que vous êtes parmi les meilleurs pour pouvoir représenter le tricolore national. Ces 2 journées de championnat qui sont organisées dans le cadre de la préparation des championnats d'Afrique qui doivent se passer au Congo au mois de mars. Et puis ensuite, il y a le championnat du monde de Scrabble qui est prévu au Canada au mois de juin. Donc dans le cadre là, la Guinée a besoin de sélectionner des joueurs. Donc ce championnat va permettre à la fédération de sélectionner les joueurs pour ces échéances-là. Après 2 journées riches en compétitivité, la commission arbitrale délibère. Sur initiative de la Fédération guinéenne de Scrabble, a débuté le championnat national qui se déroule en 2 catégories. Comme on vous l'a dit précédemment, le duplicate et le classique. Le message qu'on lance, c'est le courage, la motivation. Pas trop de secrets, c'est la sérénité, il faut être serein. Jouer juste ce que tu connais, ce que tu maîtrises, ne tente pas. Tu joues les mots justes et tout, donc ça paye. Le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de Scrabble francophone se fixe plusieurs objectifs. Entre autres, la vulgarisation de la discipline dans les écoles et surtout la participation à des compétitions internationales. Merci à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques pour la préparation de ces 4 jours d'édition. Merci à vous également, chers téléspectateurs, sans cesse renouvelés. L'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.